Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits partagés avec nous, tirés de Comment les systèmes pendaient, une introduction à la mémétique de Pascal Jouxtel. Notre but, c'est d'essayer de saisir ce concept un peu fou de la mémétique. C'est quoi un mème? Pas juste l'image sur Internet, mais au sens culturel profond. Comment ces idées, ces modes, même ces comportements, comment ils se propagent et finissent par modeler notre monde. Souvent sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs. Oui, c'est ça. Jouxtel, il lance une idée assez frappante, je trouve, dès le début. Il dit que nos cultures grouillent de formes de vie non biologiques mangeuses de temps et d'attention. L'idée que les idées elles-mêmes pourraient avoir une sorte de vie, c'est assez contre-intuitif, non? Ah oui, complètement. Ça renverse la perspective habituelle. C'est un peu ce que disait Aaron Lynch, un des pionniers. Il disait « L'important n'est pas de savoir comment un homme acquiert des idées, Oui. mais comment une idée acquiert des hommes. » C'est ce changement de point de vue radical qu'on va essayer d'explorer, à partir de Jouxtel. D'accord, alors, par où on commence? Peut-être par la base, tout simplement. D'où vient ce mot « mème » ? Alors même, ça a été inventé par le biologiste Richard Dawkins. C'était en 1976. Ah oui, Dawkins. Voilà, il cherchait un mot pour l'équivalent culturel du gène. Alors même, ça sonne comme gène, et puis ça évoque la mémoire, l'imitation aussi, le mot grec mimer. L'imitation, oui. C'est vraiment l'idée d'une unité d'information culturelle qui se copie. Et Dawkins, il décrit ça de façon très imagée, non? Il parle de mème qui saute de cerveau en cerveau par imitation. C'est ça. Un peu comme les gènes sautent de corps en corps par la reproduction. C'est cette analogie, en fait, entre culture et génétique qui est au cœur du truc. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de réplicateur culturel. Un réplicateur, au fond, c'est juste un élément, un bout d'info codé, qui arrive à faire des copies de lui-même en utilisant les ressources autour de lui. Donc une idée, une mode, une recette de cuisine. Oui, une chanson, une technique, une façon de faire. Si ça se copie d'une manière ou d'une autre, on peut dire que c'est un mème. Jouxtel le dit simplement d'ailleurs. La mémétique étudie la nature et le fonctionnement des mèmes. Ou alors la phrase choc, la mémétique est à la culture ce que la génétique est à la nature. Bon, ça pose le cadre. Tout à fait. Et il faut quand même dire que l'idée flottait un peu dans l'air avant Dawkins. Ah bon? Oui. Par exemple, Sir Jeffrey Vickers, dans les années 60 déjà, il parlait d'une écologie des idées. Comme si les idées vivaient dans un écosystème, en compétition. Ah oui, c'est vrai, Jouxtel me mentionne. Et il parle même d'un physicien français, Pierre Auger. Oui, Auger. Qui, dès 1952, imaginait un troisième règne du vivant, après le minéral, le biologique, le règne des idées qui se reproduisent dans nos cerveaux. L'intuition était là, en fait. Tout à fait. La mémétique a surtout, disons, donné un nom, un cadre théorique plus solide. Et surtout, elle a ancré ça dans la pensée évolutionniste. C'est ça qui a tout changé. D'accord, bon, on a la base. Mais après, Jouxtel nous emmène vers des concepts plus étranges, disons. Il parle de M2, le mème des mèmes. C'est quoi ça? L'autoréférence Ton exemple de la vache qui rit avec ses boucles d'oreilles en vache qui rit, bon, ça aide à visualiser, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Alors oui, c'est un point clé. Et c'est vrai, un peu abstrait. L'autoréférence, c'est quand quelque chose se désigne lui-même. L'image de la caméra qui filme l'écran qui diffuse ce qu'elle filme. C'est ça, ça crée une boucle. Une boucle infinie, oui. Voilà. Pourquoi c'est important ici? Parce que cette capacité d'un système à se voir lui-même, à se référer à lui-même, ça pourrait être lié justement à sa capacité à se copier, à s'auto-répliquer. Et c'est là qu'intervient la référence à Kurt Gödel et son fameux théorème d'incomplétude. Ça a l'air très technique, la logique formelle. Oui, ça l'est, mais l'idée derrière est assez fondamentale. Gödel a montré, en gros, qu'un système logique assez complexe peut formuler des phrases qui parlent de lui-même. Par exemple, la phrase « cette phrase est fausse ». Le paradoxe du menteur, oui. C'est ça. Ces énoncés autoréférents créent des paradoxes, des boucles étranges, comme dit Hofstadter. Et le lien avec les mèmes, c'est que cette idée de boucle, de système qui se replie sur lui-même, c'est peut-être essentiel pour comprendre comment une information, un mème, peut contenir en elle-même l'instruction de se copier. C'est l'idée que l'autoréférence, au moins indirecte, mènerait à l'autoréplication.
D'accord. Et Douglas Hofstadter, dans son livre Gödel et Charbach, il a exploré ça à fond. Il fait le lien entre ces boucles logiques, les illusions des chairs, la musique de Bach. Exactement. Et il suggère même que ce mécanisme pourrait être à la base de la conscience elle-même. L'idée qu'un système qui se réfère à lui-même puisse non seulement se copier, mais devenir conscient. C'est vertigineux. Oui, c'est une idée très forte. Et du coup, M2, le même des mêmes, ce serait quoi? Bah, ce serait l'idée même de mème. L'idée que les idées se répliquent. C'est un mème qui parle de la nature des mèmes. Ah, d'accord. C'est une autoréférence culturelle en quelque sorte. Voilà. Et cette idée-là, une fois qu'on l'a comprise, elle peut se propager à son tour. Elle se réplique. Ok, je vois mieux le lien maintenant. Bon, si les mêmes se répliquent, ça nous amène tout droit à l'évolution, j'imagine. Jouxtel s'appuie beaucoup sur Daniel Dennett, c'est ça? Comment ça marche, cette évolution culturelle? C'est une sorte de darwinisme des idées? C'est exactement ça. Dennett, il insiste beaucoup sur ce qu'il appelle l'idée dangereuse de Darwin. C'est l'idée que l'évolution n'a pas besoin d'un plan, pas besoin d'un architecte intelligent. D'accord. Des choses très complexes, très designées en apparence, peuvent émerger d'un processus tout simple, presque aveugle. Un algorithme, en fait. Un algorithme. Oui, et cet algorithme évolutionnaire, il ne demande que 3 ingrédients de base pour fonctionner. Premièrement, de la variation. Il faut qu'il y ait différentes versions des choses qui se copient. Différentes idées, différentes techniques. Ok, variation. Deuxièmement, de la transmission ou de l'hérédité. Il faut que ces versions puissent être copiées. Pour les gènes, c'est la reproduction. Pour les mèmes, c'est l'imitation, l'enseignement, la lecture. D'accord. Transmission. Et troisièmement, Troisièmement, de la sélection. Il faut que certaines versions aient plus de succès que d'autres pour se faire copier. Parce qu'elles sont plus utiles, plus attirantes, plus faciles à mémoriser, peu importe. C'est leur fitness, leur adaptation à l'environnement. Et l'environnement ici, c'est nos esprits, notre société. variation, transmission, sélection. Donc la mémétique, elle applique juste ce trio à la culture. Et là, Jostel prévient que ça peut être dissolvant pour nos certitudes. C'est quoi ces implications qui dérangent tant? Elles sont potentiellement énormes. Si ce modèle est correct, alors, par exemple, la complexité culturelle, l'art, la science, nos institutions, n'a pas forcément besoin d'un grand planificateur ou d'un génie isolé qui aurait tout prévu. Elle peut émerger de millions de petites interactions, de copies, d'essais et d'erreurs. Ensuite, notre sentiment d'avoir un moi unique, un pilote dans l'avion qui contrôle tout, Oui. ça pourrait être une sorte d'illusion. Peut-être que notre conscience est plutôt le résultat d'une espèce de compétition interne entre différents processus mentaux, différents mêmes, qui luttent pour attirer notre attention et influencer nos actions. Ah oui, quand même. Et puis, ça ouvre la porte à l'idée que la conscience, l'intelligence, pourrait émerger ailleurs que dans le biologique. Chez des intelligences artificielles, par exemple, si elles se mettent à répliquer de l'information de manière suffisamment complexe. C'est une remise en question assez radicale de notre place, quoi. Ça fait un peu écho à certaines idées de la psychologie évolutionniste, non? Quand Jouxtel mentionne, par exemple, pourquoi les pleurs d'un bébé nous agacent à ce point? Oui, il y a des liens, c'est vrai. La psycho-évolutionniste cherche les racines biologiques, souvent liées à la survie de nos ancêtres, pour expliquer nos comportements. L'agacement face aux pleurs, ça pourrait être un mécanisme qui nous pousse à agir pour faire cesser un signal de détresse potentiellement dangereux pour le groupe, par exemple. D'accord. Ou la tendance à avoir des intentions partout ou à croire en des êtres invisibles quand on est en danger. Ça pourrait venir de modules cérébraux hérités qui favorisaient la survie. La mémétique, elle, propose un mécanisme culturel en plus. Elle explique comment ces tendances, ou les idées qui s'appuient dessus, peuvent se propager et durer parce qu'elles se font copier plus facilement. Les deux approches ne s'excluent pas forcément, elles peuvent se compléter. Je vois. Ok, donc les idées se copient, elles évoluent, mais comment elles vivent au quotidien? Si on adopte ce fameux point de vue du même, elles se nourrissent de quoi en fait? Alors, leur carburant principal, la ressource limitée pour laquelle elles sont toutes en compétition féroce, c'est notre attention. Notre attention. Oui, notre temps de cerveau disponible, notre mémoire, notre énergie mentale, tout ça c'est limité. L'exemple du sandwich est pas mal pour ça. Lord Sandwich qui veut continuer à jouer aux cartes. Exactement. Analysons-le du point de vue du même sandwich. Qu'est-ce qui a fait son succès? Bon, il y a la portabilité, c'est pratique, mais Jouxtel souligne aussi le fait qu'on le tient à la main, Ah oui. ce qui le rend visible. Voir quelqu'un manger un sandwich, ça peut donner l'idée à d'autres. La visibilité, la praticité, ce sont des caractéristiques du véhicule, l'objet, et le comportement qui aide le passager, l'idée du sandwich,
à se propager. Et Jouxtel étend ça aux technologies portables. Le téléphone, le baladeur, l'ordinateur portable. Le fait qu'on les utilise de manière visible en public, ça aiderait l'idée de ces appareils à se répandre. C'est vrai que ça se tient. On voit les autres faire, ça pique la curiosité, ça crée une norme. C'est une hypothèse mémétique tout à fait plausible, oui. La nouveauté joue aussi, bien sûr. Mais la visibilité de l'usage, c'est un facteur clé pour la contagion mémétique. Et comme nos ressources mentales, attention, temps, mémoire, sont limitées, Il y a compétition. voilà. Tous les mêmes idées, modes, technologies, histoires sont en compétition. Beaucoup échouent, disparaissent sans laisser de traces. D'autres réussissent. Et parfois, ils réussissent en s'alliant. Un smartphone, ce n'est pas juste un objet, c'est un complexe de mèmes co-adaptés. L'objet lui-même, les applis, les usages sociaux qui vont avec, les sonneries. Ils se renforcent mutuellement. Exactement. C'est une forme de sélection naturelle culturelle. Et comme le dit la formule un peu brutale, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Seuls ceux qui arrivent à capter nos ressources mentales et sociales survivent et prolifèrent. Cette idée de compétition, de sélection, est-ce qu'on peut l'appliquer à une échelle plus large pour comprendre des phénomènes historiques, sociaux? Jouxtel cite Howard Bloom, je crois. Ouais, Bloom, il voit les grandes visions du monde, les religions, les idéologies politiques, même les systèmes scientifiques comme d'immenses systèmes mémétiques. Leur fonction, selon lui, c'est d'être des sortes d'outils collectifs. Des outils pour quoi faire? Pour résoudre des problèmes. Comment vivre ensemble, comment exploiter l'environnement, comment faire face à l'inconnu, à la mort. Ces systèmes proposent des réponses, des modèles. Mais il décrit un apprentissage collectif assez brutal, non? L'idée que la société apprend par essai-erreur et que les individus ou les groupes qui adoptent les mauvais mèmes, les modèles inefficaces, ils sont éliminés. On ne le sait qu'a posteriori, dit Jouxtel. C'est assez sombre comme vision. C'est une vision très darwinienne de l'histoire, oui. Le super-organisme social, la culture, la civilisation, apprend, mais pas de manière consciente et planifiée comme un individu. C'est par la survie différentielle des groupes et des idées qu'ils portent. C'est-à-dire? Les modèles culturels, les mêmes, qui mènent à l'échec, à l'effondrement du groupe, ils disparaissent avec ceux qui les pratiquaient. Tandis que les modèles plus efficaces, eux, se répandent indirectement parce que les groupes qui les portent survivent et prospèrent. C'est une forme d'intelligence collective, distribuée, suprahumaine même, mais qui peut sembler impitoyable vue d'en bas, à l'échelle individuelle. Et certains vont encore plus loin, comme ce Jean-Michel Truang cité par Jouxtel. L'idée d'une succession de la vie basée sur le carbone par une vie basée sur le silicium, l'intelligence artificielle. Ça ressemble à de la science-fiction, mais est-ce que ça a une logique dans ce cadre évolutionniste? Disons que Truang propose une justification presque cosmique. Il dit que pour que la vie, ou du moins l'information organisée, la conscience, puisse survivre à très long terme et s'étendre au-delà de notre planète, qui est fragile, Oui. elle aurait besoin d'un support plus robuste que la biologie. Le silicium, l'électronique, ça pourrait offrir cette durabilité. Une durabilité nécessaire pour les voyages interstellaires ou pour traverser les milliards d'années avant la fin du Soleil, par exemple. La conscience chercherait en quelque sorte un véhicule plus pérenne. Incroyable. Qu'on adhère ou pas à cette idée, ces perspectives de Bloom et Trung, elles nous obligent à penser l'évolution culturelle et même notre propre histoire humaine dans un cadre temporel et spatial absolument immense. Ça relativise beaucoup de choses. D'accord. On a exploré la théorie, les concepts, les implications, parfois, oui, vertigineuses. Mais concrètement, au quotidien, comment on fait pour voir ces mèmes? Jouxtel parle de l'atelier du méméticien. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Je crois que ça veut dire entraîner son regard, apprendre à décoder le logiciel culturel qui tourne en permanence autour de nous, et même en nous. Le logiciel culturel. Oui. Les lois, les règles d'un jeu de société, les codes vestimentaires, la façon d'utiliser un outil, les histoires qu'on se raconte au bureau ou en famille, tout ça, ce sont des programmes mémétiques. Ils contiennent des instructions, souvent implicites, sur comment se comporter, comment interagir, quelles sont les valeurs importantes du groupe. Et ça sert à quoi? Ça soude les communautés. Ça transmet la mémoire collective des succès et des échecs passés. C'est comme ça qu'une culture se maintient et évolue. Donc, l'idée, c'est de regarder un objet, un comportement, une mode, non pas juste comme une chose en soi, mais comme un véhicule Exactement. qui transporte un mème, c'est-à-dire une solution culturelle qui a réussi à se faire copier. C'est tout à fait ça. C'est solution, un marteau, c'est une solution à un problème. Une poignée de main, c'est une solution à un problème social. Une chanson populaire, c'est une solution à un besoin de divertissement ou d'émotion.
Elles ont émergé pour répondre à une situation. Et pour se maintenir et se propager, elles consomment nos ressources. Notre temps, notre énergie, notre attention. Voilà. Notre temps pour les apprendre, notre énergie pour les exécuter ou les fabriquer, notre attention pour les remarquer chez les autres et avoir envie de les copier. Jouxtel pose même la question, un peu comme une métaphore pour faire réfléchir, ces solutions culturelles, ces mêmes, ont-ils un sexe? Un sexe, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent aux mêmes de se combiner, de fusionner pour créer de la nouveauté, un peu comme la reproduction sexuée, mélange les gènes pour créer de nouveaux individus? C'est une piste pour essayer de comprendre comment naît l'innovation culturelle, comment de nouvelles idées émergent du mélange des anciennes. Fascinant. Bon, si on essaie de résumer un peu ce parcours à travers les idées de Jouxtel, la mémétique, ça nous offre une grille de lecture, une sorte de paire de lunettes, pour regarder comment les idées, les habitudes, les technologies, bref, les mêmes naissent, se copient grâce à nous, à nos cerveaux, à nos interactions, comment ils luttent pour notre attention qui est limitée, et comment ils évoluent, transformant nos cultures et nos vies, souvent sans qu'on en ait vraiment conscience. C'est ça. Et c'est vrai que, comme l'idée de Darwin à son époque, ça peut avoir un effet un peu dissolvant, comme dit Jouxtel, sur nos idées reçues, sur le libre arbitre, sur l'autonomie de notre pensée. Tout à fait. Et Jouxtel, dans sa conclusion, il insiste sur l'utilité de cette perspective aujourd'hui, à une époque où le marketing, les médias, les algorithmes des réseaux sociaux sont devenus incroyablement efficaces pour cultiver des besoins directement dans nos esprits. Oui, c'est sûr. Comprendre ces mécanismes d'influence, ça devient crucial. Et c'est d'autant plus vrai face aux grands défis collectifs qu'on a devant nous, le climat, la gestion des ressources, le vivre ensemble sur une planète surpeuplée. Tout ça, ça demande de mieux saisir comment nos comportements collectifs sont façonnés et peut-être comment ils pourraient changer. C'est une prise de conscience qui pourrait intéresser notre auditeur-auditrice qui nous a fourni ces sources. Absolument. Et ça nous laisse, peut-être avec une question ouverte, une dernière piste de réflexion. Si notre conscience, justement, nous permet de prendre du recul, d'analyser ces codes, ces mèmes qui nous influencent, est-ce qu'on peut vraiment s'en libérer? Ou bien est-ce que cette démarche critique elle-même, cette recherche de sens, de valeurs qu'on voudrait authentiques, est-ce que ce n'est pas au fond un autre mème? Un mème particulièrement sophistiqué, le mème de l'esprit critique, ou le mème de l'authenticité, qui lutte lui aussi pour sa survie et sa propagation dans nos esprits? C'est une boucle étrange, encore une fois. C'est un peu ça, oui. Et si c'est le cas, alors comment utiliser cette lucidité? Non pas pour tomber dans un cynisme où tout se vaudrait, ni pour devenir un meilleur manipulateur, mais peut-être pour naviguer de façon plus consciente, plus avisée, dans cet océan d'influence culturelle qui, qu'on le veuille ou non, nous constitue en grande partie. Voilà, une question à méditer.